Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo d'histoire et de géographie qui s'adresse aux élèves de 3e. Donc il y a deux chapitres qui concernent l'Union européenne en 3e, c'est le chapitre d'histoire qui est sur l'affirmation et la construction du projet de l'Union européenne et de construction du projet européen de manière globale. Et il y a également le chapitre de géographie qui lui est plus centré sur l'Union européenne avec ses disparités au niveau politique, économique, territorial, enfin voilà, spatial. Donc j'ai décidé de faire une seule et même vidéo parce que je fais un cours qui essaye de réunir un petit peu les deux pour justement qu'on voit à la fois les liens entre l'histoire et la géographie, mais surtout que ça ne fasse pas trop redite. On va essayer de voir comment l'Europe s'est reconstruite à la suite de la Seconde Guerre mondiale grâce au projet européen et maintenant quelles sont les caractéristiques de l'Union européenne. Après la Seconde Guerre mondiale, on se rappelle que l'Europe sort complètement ruinée et affaiblie du conflit, et surtout on en est à la troisième guerre contre l'Allemagne, guerre franco-prussienne, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, donc les pays d'Europe vont chercher une solution pour essayer d'éviter qu'il y ait de nouveaux conflits. Et pour consolider la paix, à partir des années 1950, on va estimer qu'une union du continent est nécessaire afin justement d'éviter que désormais il y ait de nouvelles guerres. Et le projet européen va donc se mettre en place, mais on va voir que ça ne se fait pas sans heurts, que ça se construit difficilement, que c'est d'abord une union économique, puis qu'ensuite ça va s'élargir pour être beaucoup plus politique, sociale et culturelle, jusqu'à devenir l'Union européenne. Donc, pour rappel très rapide, sur la carte qui s'affiche ici, vous avez les 27 États qui composent aujourd'hui l'Union européenne. Donc on était à 28 jusqu'en 2021, mais avec le Brexit, eh bien, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Vous constatez quand même que certains pays de l'Europe ne font pas partie de l'Union. Donc il faut bien garder à l'esprit que l'Union européenne est une association d'États, et ce n'est pas le continent. Vous avez certains pays de l'Europe qui n'ont pas souhaité rentrer dans l'Union européenne, d'autres qui ont souhaité en sortir, c'est le cas par exemple du Royaume-Uni, qui n'ont pas souhaité en rentrer, c'est le cas des Norvégiens, mais par contre on va voir que certains vont avoir des particularités, et c'est ça qui va être un petit peu complexe dans l'Union européenne, ce qui fait que certains acceptent l'union économique, d'autres préfèrent accepter simplement les échanges politiques, enfin voilà, c'est ça en fait qui va constituer le cœur des discussions entre les différents pays d'Europe pour savoir comment s'accorder. Donc dans un premier temps, on va essayer d'étudier comment s'est construit le projet de la construction d'une union entre les différents pays d'Europe. Au départ, on ne parle donc pas d'union politique et on cherche plutôt comment on va pouvoir travailler en commun. L'objectif, c'est vraiment d'instaurer une paix durable en Europe et de renforcer les liens d'abord entre l'Allemagne et la France pour éviter donc de nouvelles guerres. À partir de 1950, il va y avoir un rapprochement qui va s'opérer entre la France et entre l'Allemagne, donc avec des visites régulières du chancelier d'Allemagne Adenauer qui va se rendre en France et également du président français qui va lui se rendre en Allemagne. Et tout cela va se conclure avec la signature du traité de l'Élysée dont les objectifs sont avant tout de réconcilier la France et l'Allemagne, de négocier les étapes de la construction d'un projet européen et de promouvoir la paix évidemment à travers l'Europe. Au fur et à mesure du temps, l'Union va se consolider et donc on va avoir de plus en plus de partenariats qui vont s'opérer entre la France et l'Allemagne, puis entre les différents pays d'Europe. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les pays fondateurs de cette construction européenne, c'est d'abord la France, l'Allemagne, puis d'autres, on va les voir ensuite, et que vous avez donc au cours du temps des amitiés qui se consolident, alors amitié évidemment au sens politique et diplomatique, entre la France et l'Allemagne. Ici sur l'image, vous avez une photo de François Mitterrand, qui était donc le président socialiste français à partir des années 1980, qui tient la main ici du chancelier allemand Kohl. Donc les deux hommes avaient scellé leur rapprochement par cette image, donc c'est une espèce de geste symbolique de réconciliation franco-allemande, et au cours du temps, eh bien, le couple chancelier et président a perduré. Vous avez par exemple ici l'image des présidents français qui collaborent aux côtés de la chancelière Angela Merkel avec cette association qui continue. On revient donc sur les débuts de la construction du projet européen. La première chose qui est faite, c'est de créer des partenariats, et des partenariats avant tout économiques. On le sait, l'argent c'est le nerf de la guerre, mais c'est aussi ce qui peut consolider la paix et empêcher que de nouveau, il y ait des affrontements. La première chose qui va être créée, c'est la CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier. Elle est créée par le traité de Paris, qui est signé en 1951 et qui rassemble 6 pays de l'Europe de l'Ouest, la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, ainsi que les Pays-Bas, qui vont décider de créer un marché commun et unique autour du charbon et de l'acier afin de soutenir les industries, de faire en sorte qu'on s'achète prioritairement le matériel pour faire fonctionner justement les industries de ces espaces. Plus tard, cela va se consolider par la création de la CEE, la Communauté économique européenne, qui est créée en 1957 par le traité de Rome. Donc cette fois-ci, on va intégrer de nouveaux États. Et les signataires vont décider que désormais, tous ceux qui auront adhéré à la Communauté économique européenne, eh bien, pourront librement circuler dans cet espace, que ce soit les personnes, les biens, les capitaux, les marchandises. On va avoir la définition de frontières
communes et la mise en place de politiques sectorielles communes également, par exemple dans l'agriculture, dans les transports, pour essayer justement que ces pays puissent fonctionner ensemble. Comme vous pouvez le constater, vous avez de plus en plus de pays qui vont commencer à adhérer. On va partir sur un premier élargissement de l'association des États. Vous avez toujours en bleu foncé les pays fondateurs, donc on retrouve encore France, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, et de plus en plus de pays donc, vont souhaiter entrer dans ce projet, et cette association d'États va finalement s'élargir, voire même s'approfondir, puisqu'on va évoluer d'un traité qui est seulement économique à un traité qui va devenir politique, social et culturel. En 1992, le traité de Maastricht va donner naissance à l'Union européenne. Dans ce traité, les chefs d'État des pays membres de la CE vont décider qu'ils désirent désormais renforcer le caractère démocratique et l'efficacité de leur fonctionnement et de leurs institutions, et qu'ils sont résolus à ce que leur association aille au-delà de simplement d'une union économique, mais que désormais il y ait également la création d'une citoyenneté européenne commune, qu'il y ait également la mise en place d'un projet de défense commun, qu'on facilite encore plus la circulation des biens, des personnes, des marchandises, qu'on assure également la sécurité, la protection des peuples qui habitent au sein de l'Union européenne, qu'on ait également des dispositifs judiciaires qui soient mis en place et qui fonctionnent avec tous les pays, et on va retrouver également des symboles communs qui permettent de créer une culture commune. Donc vous avez le drapeau européen qui est adopté à partir de 1986, qui comporte 12 étoiles à 5 branches qui sont disposées en cercle sur un fond bleu et qui est donc le drapeau officiel de l'Union. L'objectif, c'est de proclamer le pluralisme politique, de défendre les droits de l'homme, la démocratie. Les étoiles ne sont pas directement liées à des États membres, puisque de toute manière, elles ne changent pas au fur et à mesure des élargissements. Le chiffre 12, c'est en fait un symbole qui symbolise la plénitude et la complétude, donc c'est pour ça qu'on a choisi, et on les a disposés en cercle pour montrer la solidarité et l'harmonie entre les peuples de l'Union européenne. Vous allez également avoir un hymne européen qui est l'Ode à la joie, qui est le prélude du dernier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven. Vous avez également une devise qui est unie dans la diversité, et vous allez avoir une monnaie unique qui est donc l'euro, qui est rentré en circulation au 1er janvier 2002, même si tous les pays n'ont pas choisi d'adopter l'euro, mais voilà, globalement la plupart l'ont accepté. Et vous avez également une journée de l'Europe qui est le 9 mai, donc qui est un petit peu comme les journées nationales qu'il peut y avoir dans chaque pays. Donc évidemment ces symboles ne remplacent pas les symboles des pays d'origine, mais par contre ça concourt à créer une sorte de citoyenneté européenne commune et que les gens se retrouvent unis autour des mêmes valeurs. Je vous disais que de plus en plus de pays adhèrent au projet européen, sauf que pour pouvoir adhérer et rentrer à l'intérieur de l'Union européenne, il y a des critères à respecter. C'est ce qu'on appelle les critères de Copenhague. L'Union européenne peut choisir d'accepter ou de refuser la candidature d'un pays. Et pour cela, elle s'appuie donc sur ces critères de Copenhague qui ont été définis en 1993, à la suite du traité de Maastricht. Les critères d'adhésion, ce sont véritablement les conditions essentielles. Alors, au niveau politique, il faut que les pays qui souhaitent adhérer aient des institutions qui soient stables et qui surtout garantissent la démocratie. On ne fait pas rentrer dans l'Union européenne un pays qui est une dictature ou qui a un régime autoritaire. Il faut également qu'ils appliquent les droits de l'homme, c'est-à-dire liberté individuelle, liberté collective, qu'on respecte tout ce qui concerne la protection, la sûreté des personnes. Au niveau économique, qu'on ait un marché économique viable, tout simplement parce que l'Union européenne va donner des aides économiques, ce qui explique aussi pourquoi certains pays veulent y rentrer, parce qu'ils peuvent bénéficier d'aides, mais il ne s'agit pas non plus que ça fasse peser tout un poids économique sur d'autres pays. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'à la suite de la guerre froide et avec la disparition de l'URSS, les anciennes démocraties populaires, donc qui étaient sous l'influence de l'URSS, ont souhaité rentrer à l'intérieur de l'Union européenne. Donc c'est ce qu'on appelle les PECO. Ce sont les pays de l'Europe centrale et orientale, donc ces pays qui étaient anciennement sous l'influence de l'URSS et qui ont intégré l'Europe, sauf que l'Europe ne les a pas fait rentrer immédiatement, c'est-à-dire qu'ils ont posé leur candidature, mais ils ne sont rentrés à l'intérieur de l'Union européenne qu'en 2004, alors que l'URSS a disparu en 1991 et que pour la plupart, ils ont réussi à ne plus être sous la domination de l'URSS dès les années 1989. Mais l'Union européenne a accompagné ces pays, elle leur a d'abord demandé d'avoir des institutions politiques, de mettre en place des régimes démocratiques, et également de s'améliorer au niveau des infrastructures, du transport, pour faire en sorte que ce ne soient pas des pays qui pèsent en fait sur les autres pays de l'Union européenne à partir du moment où ils allaient rentrer. Maintenant, on va s'intéresser à l'aspect un petit peu plus géographique. L'Union européenne, on dit que c'est une union à géométrie variable. Pourquoi géométrie variable? Eh bien, tout simplement parce que l'Union européenne, en fonction du pays que vous êtes, vous pouvez choisir d'adhérer ou de ne pas adhérer à certaines choses. Ce qui rend des fois la chose un petit peu complexe. Donc, je vous disais, il y a 27 pays qui sont membres de l'Union européenne.
Mais les 27 pays ne sont pas membres de la zone euro, les 27 pays ne sont pas tous membres de l'espace Schengen, qui est l'espace de libre circulation des biens, des hommes et des marchandises, et des capitaux, et les 27 pays ne sont pas tous d'accord pour pouvoir appliquer telle ou telle loi. Donc sur la carte qui s'affiche ici, vous avez les pays qui ont décidé d'appliquer les accords de l'espace Schengen, c'est-à-dire que ce sont les pays qui acceptent qu'il n'y ait pas de frontières et qu'on puisse circuler librement. Vous constaterez quand même que dans l'espace Schengen, vous allez vous retrouver avec des pays de l'Union européenne, mais par contre, vous allez vous retrouver également avec des pays d'Europe, c'est-à-dire que vous avez l'Islande et la Norvège qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais qui ont adhéré à l'espace Schengen. Par contre, à l'inverse, vous avez des pays qui appartiennent à l'Union européenne, tels que la Roumanie, la Bulgarie ou l'Irlande, on compte plus le Royaume-Uni puisqu'il n'est plus, et qui, eux, n'avaient pas choisi d'adhérer à l'espace Schengen. Pourtant, ils étaient membres de l'Union européenne. Sur cette carte-ci, vous avez tout ce qui concerne la zone euro. Donc vous avez les pays de la zone euro qui apparaissent en orange, et vous avez de l'autre côté les pays qui sont en gris, qui eux ne veulent pas appartenir à la zone euro. C'est le cas de la Suède, c'était le cas également du Royaume-Uni qui est toujours resté avec le livre et qui n'avait pas l'euro. Après vous avez des pays à l'inverse qui acceptent l'euro, mais qui ne sont pas des pays qui appartiennent à l'Union européenne. C'est le cas par exemple de la Turquie qui ne fait pas du tout partie de l'Union européenne, mais qui choisissent d'accepter quand même les billets d'euros qui sont en circulation. Justement, je fais un point sur la Turquie. L'Union européenne, je vous dis, c'est une union à géométrie variable, c'est une union où on a des pays qui sortent, qui rentrent. Alors, on a vu que c'était pas forcément facile d'y entrer comme d'en sortir, hein. La preuve, le Royaume-Uni avait quand même amorcé son processus pour sortir de l'Union européenne il y a plusieurs années, et il a fallu qu'ils attendent 2, 3, 4 ans le temps de négocier les traités pour savoir comment la sortie allait pouvoir s'opérer. Et vous avez surtout des pays aussi qui sont candidats, et on a vu qu'il fallait quand même avoir certains critères. Notamment, l'un des critères qui est important, c'est celui de figurer à l'intérieur de l'Union européenne. Parce qu'on peut choisir, sans faire partie de l'Union européenne, de ne pas y rentrer. Par contre, on peut difficilement, si on appartient à l'Asie, entrer dans l'Union européenne. Alors, c'est tout un débat qui se pose notamment autour de la Turquie, qui est candidate depuis plusieurs années à rentrer à l'intérieur de l'Union, mais qui aujourd'hui pose des problèmes en termes de géographie, parce que certains mettent en avant le fait qu'elle ne fait pas partie de l'Europe. Donc elle ne pourrait pas adhérer à l'Union européenne. Même si, en soi, c'est une association d'États, donc pourquoi pas, ça dépend en fait comment l'Union européenne veut s'élargir. Vous pouvez voir également sur la carte que parmi les pays qui demandent à y rentrer, vous allez vous retrouver par exemple avec la Serbie, l'Albanie qui demandent à être candidats, mais qui pour le moment n'ont pas forcément les institutions suffisantes et qui ne correspondent pour le moment pas encore aux critères de Copenhague. Et vous avez des pays qui refusent tout bonnement, hein, on avait dit Islande, Norvège, les Suisses. Toujours, on refuse tous les Suisses. Dernier point qu'il faut aussi retenir, c'est que l'Union européenne, aujourd'hui, c'est un espace avec de forts contrastes, de fortes disparités. Disparités en termes d'habitants. Vous avez quand même des zones qui ont beaucoup plus d'habitants que d'autres. C'est le cas ici de tout l'espace qui apparaît en rouge et qui est entouré donc d'une espèce d'anneau violet, qui est un espace où on va avoir une très forte concentration de population, où vous allez vous retrouver avec à peu près 100 habitants au kilomètre carré, alors que quand vous êtes sur des espaces qui sont en jaune plus clair, vous êtes entre 10 et 50 habitants au kilomètre carré. Donc c'est pas du tout la même chose. Si vous prenez la carte-ci, vous avez tout ce qui concerne l'IDH. L'IDH, c'est l'indice de développement humain. Donc sur une échelle de 0 à 1, plus votre pays est proche de 1, plus il est développé. Pour ce qui concerne les critères de développement, on se base sur les revenus produits par le pays, donc le PIB, le taux de scolarisation et l'espérance de vie. Et en gros ici, plus votre pays est en orange foncé, plus il est développé, et plus le pays est en jaune clair, moins il est développé. Et vous constatez que les derniers pays à être entrés à l'intérieur de l'Union européenne, donc les PECO, on a dit, hein, les pays d'Europe orientale et centrale, eh bien, sont des pays qui ont encore un IDH qui est assez faible, donc ils vont bénéficier des aides de l'Union européenne pour essayer de les redresser. Mais voilà, ça crée des disparités en termes de développement et en termes de revenus. Ici, vous avez par exemple une carte qui représente le produit intérieur brut, donc c'est l'argent qu'une personne qui va rédiger à l'intérieur d'un pays va gagner au cours d'une année. Plus votre pays est en vert foncé, plus le produit intérieur brut est important, et plus vous êtes évidemment dans un espèce de vert gris clair, et moins les personnes gagnent d'argent. Donc là aussi, disparité économique. Et encore une fois, ce sont des pays qui sont rentrés beaucoup plus tard, et qui aujourd'hui sont des pays qui ont des difficultés économiques, notamment par exemple des taux de chômage qui sont beaucoup plus importants que dans l'Europe de l'Ouest ou l'Europe du Nord. Pour autant, on remarque quand même qu'aujourd'hui, une grande partie des entreprises qui essayent de rationaliser leurs coûts et de réduire la main-d'œuvre ont tendance à délocaliser leurs locaux, délocaliser c'est-à-dire partir d'un endroit pour aller en implanter dans un autre, pour pouvoir les installer dans les PECO, donc dans les espaces où en réalité la main-d'œuvre coûte moins cher. Donc certains en profitent quand même un petit peu, puisqu'aujourd'hui, quand on est une entreprise, qu'on fait partie de l'Union européenne, qu'on est citoyen européen, on peut choisir d'ouvrir son entreprise partout, puisqu'en vertu de notre citoyenneté, on peut s'installer où l'on veut. Il y a aussi autre chose qui peut parfois poser problème, c'est que des fois, certains n'ont pas les mêmes visions politiques. Ils se disputent, notamment par exemple sur tout ce qui concerne les questions
migratoires. Certains veulent des politiques de quotas, certains au contraire ne veulent pas accueillir de migrants, certains sont pour l'accueil des migrants à l'intérieur des frontières, certains sont pour l'ouverture des frontières, certains sont plus pour un côté fermeture. On n'est pas toujours complètement d'accord non plus sur tout ce qui concerne les projets d'aménagement. Par exemple, créer un pont entre deux pays. Voilà, il va falloir se mettre d'accord. Le fait de faire entrer ou pas un pays à l'intérieur de l'Union, de s'élargir ou au contraire de rétrécir et d'arrêter de prendre des membres. Et peut provoquer parfois des conflits, ça a été le cas par exemple avec le Royaume-Uni qui a voulu sortir de l'Union Européenne, on a vu tout ce que ça a impliqué, tout le temps également que ça a mis, toutes les discussions que ça a pris, le nombre de fois où il a fallu recommencer les traités. Vous avez également toutes les questions qui vont concerner la défense. Aujourd'hui, l'Union Européenne n'arrive pas à avoir une armée de l'Union Européenne, c'est-à-dire qu'on est toujours à l'intérieur de l'OTAN, donc en association avec les États-Unis, qu'on n'a pas d'armée propre. On collabore avec l'ONU, on collabore avec l'OTAN, mais on n'a pas d'armée. Donc l'Union Européenne, ça reste encore quelque chose qui est à mettre en œuvre, qui n'est pas complètement terminé, et cette association, eh bien, elle prendra encore du temps, et elle doit encore être entérinée, elle doit encore être réfléchie. Enfin, un dernier petit point qui serait plus un petit point de 2MC, mais allez, allons-y, soyons fous, faisons 3 cours en 1, ce serait de savoir comment les institutions européennes fonctionnent. L'Union Européenne, vous allez avoir plein d'institutions. Vous avez le Conseil européen qui, lui, s'occupe de tout ce qui est orientation et impulsion de la politique. Et vous allez avoir ce conseil qui est présidé par le président du conseil. Le siège se trouve à Bruxelles. Vous avez le Conseil de l'Union Européenne qui, lui, est un législateur qui détient l'autorité autour du budget, donc qui est chargé plutôt du côté économique. Et vous allez vous retrouver avec des ministres des États qui sont membres en fonction après qui viennent des thèmes abordés et dont le siège se situe également à Bruxelles. Vous avez la Commission européenne qui, elle, s'occupe de proposer et de mettre en œuvre les politiques liées à l'Union européenne avec un commissaire par État membre qui, lui, également est à Bruxelles. Vous avez le Parlement européen qui, lui, est également un législateur et qui s'occupe également de tout ce qui est budget, où on va retrouver aussi tout ce qui concerne les lois, par exemple, qui peuvent être très à la mise en place à l'intérieur de l'Union Européenne. Vous allez retrouver 751 députés, donc vous en avez 705 qui sont élus lors des élections européennes, donc élections auxquelles tous les citoyens de l'Europe peuvent voter, à partir du moment où ils sont majeurs évidemment, et ils ont leur papier à jour. Et cette institution-là se trouve à Strasbourg, et vous allez voir également la Cour de justice de l'Union Européenne qui contrôle la bonne application des lois et de la législation européenne, et dont le siège se situe au Luxembourg. Donc l'idée c'est justement qu'on ait des institutions qui soient représentées dans plusieurs espaces et différents États membres. Vous constaterez qu'il n'y a donc pas de président de l'Union européenne, mais qu'il y a un président du Conseil qui va siéger au Conseil européen, et donc c'est donc une présidence tournante, puisqu'on va, à tour de rôle, changer la personne qui détient cette fonction. Voilà, j'en ai terminé pour ce cours, j'espère que ça vous a été plus clair, que vous avez compris comment fonctionnait l'Union européenne, comment elle s'était construite et comment aujourd'hui elle évoluait également, quels étaient les conflits qu'il pouvait y avoir, les disparités, les contrastes qu'on pouvait avoir à l'intérieur des différents territoires, pourquoi c'était une Europe à géométrie variable. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.